Voilà pour l'examen du projet de loi de réforme du dialogue social. Nous allons bien entendu y revenir dans 24 heures Sénat, le journal, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La réforme du dialogue social vue du Sénat, début de l'examen du texte cet après-midi par les sénateurs. En commission, ils sont revenus sur la création des commissions régionales. Cette représentation des salariés externes à l'entreprise souhaitée par les syndicats mais rejetée par le patronat. Débat à suivre dans cette édition. Plafonner à 70 ans l'âge d'un candidat à une élection, c'est une des idées avancées dans un rapport remis aujourd'hui au ministre Patrick Kanner pour encourager l'engagement des jeunes et promouvoir le rajeunissement des institutions démocratiques. Comment cette proposition a-t-elle été accueillie au Sénat? La réponse dans un instant. Alors que le Salon du Bourget a fermé ses portes hier, une solution au manque de main-d'œuvre dans l'aéronautique. La future usine d'Airbus Helicopters, dont l'ouverture est prévue en juin 2016 en Seine-Saint-Denis, comportera un centre d'apprentissage des métiers de l'aérien. Elle a été visitée aujourd'hui par Gérard Larcher, le président du Sénat. Reportage. Mais l'actualité aujourd'hui, c'est le sort de la Grèce qui reste suspendu ce soir après l'échec des négociations de l'Eurogroupe. Malgré de nouvelles propositions d'Athènes, les ministres des Finances de la zone euro ont douché les espoirs d'un accord entre le gouvernement grec et ses créanciers. Pour François Hollande, il y a des améliorations, même si tout n'est pas réglé. Julie Hulin. Le temps presse, mais l'issue est toujours aussi incertaine. Après plus de 5 mois de négociations avortées, la journée que l'on disait cruciale pour la Grèce n'aura encore une fois abouti à aucun accord. En début d'après-midi, la réunion de l'Eurogroupe s'est avérée sans issue. Alexis Tsipras était pourtant arrivé avec des propositions concrètes, mais trop tardives pour que les ministres des Finances puissent se prononcer. De nouvelles propositions du gouvernement grec sont arrivées ce matin, qui sont bienvenues aujourd'hui et semble être une étape positive dans le processus. Et donc, sur le mandat de l'Eurogroupe, les institutions vont se mettre au travail immédiatement et ensemble avec les autorités grecques pour expertiser tout cela en vue d'un accord prochain. Les négociateurs ont donc choisi de se donner du temps pour examiner la nouvelle feuille de route grecque. Objectif pour Alexis Tsipras, obtenir le déblocage d'une aide de 7,2 milliards d'euros pour financer le fonctionnement de son administration, mais surtout pour rembourser 1,7 milliard d'euros au Fonds monétaire international avant la fin du mois, au risque d'être évincé de la zone euro. Ce soir, le sommet exceptionnel des chefs d'État et de gouvernement des 19 sera l'occasion de négociations plus politiques pour établir la base d'un accord qui pourrait être formalisé mercredi ou jeudi. Et notre invité ce soir, Lim Wannock, bonsoir. Vous êtes député européen et vous êtes ancien député européen, économiste. Et vous étiez reçu ce matin à l'Élysée aux côtés de Pierre Laurent après l'appel lancé dans l'humanité. La place de la France est aux côtés du peuple grec, c'est ce que vous dites. Que vous a dit le chef de l'État ce matin? Il nous a dit que c'était plutôt en bonne voie. Nous lui avons répondu que c'était du devoir de la France que de pousser en direction d'un accord qui soit favorable à la Grèce. Ce sont les États aujourd'hui qui détiennent les 2/3 de la dette grecque. C'est pas les marchés qui n'en détiennent qu'une partie dérisoire. Par conséquent, c'est aux États de décider. La décision sera politique. Là, comme vient de le dire votre collègue, les sommes en jeu pour ce mois-ci sont dérisoires. Hein. La Grèce ne doit rembourser que 1,7 milliard au FMI sur la tranche là. D'ici le 30 juin. Mais voilà, donc ça veut bien dire que le vrai débat il est politique. Est-ce qu'on va permettre à la Grèce d'appliquer une autre politique que celle pour laquelle la Troïka avait imposé des régimes d'austérité sévères qui n'ont pas fonctionné. François Hollande en capacité de pouvoir justement appuyer, de plaider en faveur du gouvernement grec?
C'est son rôle. La France est un pays de poids qui peut entraîner avec lui nombre de pays du sud de l'Europe. Et le vrai sujet, c'est est-ce que la France est en capacité d'entraîner une grande partie des États membres pour mettre en place une autre logique que la logique voulue par l'Allemagne de la chancelière Merkel, qui, par ailleurs, est divisée quant à la thérapie à appliquer à la Grèce, puisque M. Schäuble apparemment pousse la Grèce dehors, Mme Merkel comprend que ça serait une catastrophe de pousser la Grèce dehors, et François Hollande est en capacité de jouer sur ces contradictions et d'appuyer en faveur d'une solution. Alors justement, cette solution, vous la souhaitez digne, irréaliste, et vous dites qu'elle est à portée de main. Quelle serait-elle, cette solution ? Cette solution, c'est d'octroyer la dernière tranche d'aide qui est de 7 milliards, ce qui est dérisoire compte tenu des fonds qui ont été mobilisés dans les mécanismes de solidarité européens ces derniers temps. Et la contrepartie, c'est que les Grecs vont faire des efforts, ils acceptent de faire des efforts en matière d'impôts, en matière de recouvrement fiscal. Et les États membres qui aident la Grèce doivent accepter que la Grèce mette en place une autre politique que celle qui a été mise en place jusqu'alors. Vous dites aux États membres d'en supporter les coûts? Non, les États membres n'en supporteraient pas plus les coûts, puisque ce sont des mécanismes intergouvernementaux qui existent déjà et qui étaient prévus au cas où M. Samaras de l'ancienne majorité était reconduit. Et même moi, j'ai participé aux discussions à l'époque, parce que j'étais rapporteur au Parlement européen. L'idée même d'un étalement, voire d'une restructuration de la dette grecque était évoquée. Et il n'est pas normal que parce qu'il y a eu un changement de majorité et que c'est Syriza qui gouverne aujourd'hui la Grèce, les États membres refusent d'accorder à M. Tsipras ce qu'ils avaient autorisé à M. Samaras. Eh bien, merci Liam Wannock d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle votre ouvrage « Les mystères de la Troïka » aux éditions du Croquant. Merci beaucoup. Je vous le disais en titre, la réforme du dialogue social arrive au Sénat. Plusieurs modifications ont été apportées en commission. Le principal point d'achoppement entre le gouvernement et les sénateurs concerne la création de commissions régionales jugées inutiles par les TPE et soupçonnées d'entraîner de nouvelles contraintes. Elles ont été supprimées. Jérôme Bonnard. À l'origine, le texte prévoyait 29 articles, mais c'était avant l'avalanche d'amendements. 1200 à l'Assemblée, près de 300 au Sénat. De quoi modifier en profondeur la lettre et l'esprit du texte du gouvernement. Au cœur des débats, les sujets qui fâchent, notamment les patrons des petites et très petites entreprises. En particulier, les fameux seuils sociaux que veulent doubler sans condition les sénateurs, les Républicains. De quoi faire sourire le ministre venu défendre son texte. Il y a un vieux rêve de la droite de défaire les seuils sociaux. Le problème, c'est que la droite l'a jamais fait quand elle était au pouvoir. Et donc, aujourd'hui, elle est dans l'opposition. Donc, c'est plus facile à proposer quand on est dans l'opposition. Vous savez, si c'était aussi facile à dire qu'à faire, les églises seraient des cathédrales. La commission des affaires sociales, elle, a déjà voté un projet qui propose plus de souplesse. On introduit un système de lissage des seuils, de telle sorte que, par exemple, une entreprise qui passe à 11 salariés ou à 51 salariés ne se fait pas du jour au lendemain contrainte de pouvoir tout modifier. La Haute Assemblée reviendra aussi sur la création de commissions paritaires régionales destinées à représenter les salariés dans les entreprises de moins de 11 postes. Certainement le point d'achoppement le plus important. François Rebsamen, voilà un faux débat. Le travail que nous avons fait, y compris la représentation de tous les salariés dans les commissions régionales, paritaires régionales, qui existent au niveau de l'artisanat, ne doit pas effrayer tout le monde. Il s'agit bien d'une mesure, j'allais dire, de représentation démocratique. Le texte qui sera débattu toute la semaine fera l'objet d'un vote solennel le 30 juin. Et cette réforme souhaitée par le gouvernement permettra-t-elle d'améliorer le dialogue social? On en parle avec nos invités dans un instant. Développer l'apprentissage pour lutter contre le chômage des jeunes et en même temps pallier le manque de main-d'œuvre spécialisée dans le secteur de l'aéronautique. Un triple objectif poursuivi par Airbus Helicopters. La future usine du groupe doit sortir de terre en 2016 à Duny, en Seine-Saint-Denis. Et c'est là où s'est rendu aujourd'hui Gérard Larcher, le président du Sénat et ancien ministre du Travail, qui a fait de l'apprentissage une de ses priorités. Reportage de Louis Sibyl. Sur ce site, la future usine d'Airbus Helicopters. 18 000 hectares, des centaines de salariés et un centre d'apprentissage.
Le secteur de l'aéronautique est en plein boom, avec des contrats records en perspective, comme en Pologne. Le président du Sénat polonais m'a parlé de ce contrat. Ouais, c'est hyper important pour nous, c'est structurant. C'est quoi, c'est 26 hélicos? 50 hélicoptères Caracal. 50 C'est une affaire entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros. C'est des hélicoptères français fabriqués à Marianne, des pas fabriqués ici, c'est fondamental. Des emplois en France. Car pour faire voler avions ou hélicoptères, il faut des métiers très spécialisés. Alors quand les géants de l'aviation rencontrent le président du Sénat, ils n'ont qu'un seul mot à la bouche, formation. Le premier axe, c'est vraiment attirer les jeunes vers nos métiers de l'aéronautique, nos filières d'excellence, pour préparer l'avenir. L'objectif d'Airbus, c'est d'avoir 5% de ses effectifs globaux en contrat en alternance. Mais peu de candidats frappent à la porte. Vraiment, nous avons aussi à valoriser les métiers de l'industrie auprès des jeunes. Et ça commence très tôt, ça commence dès le lycée. Et effectivement, la filière apprentissage peut nous aider à recruter les métiers dont nous avons besoin pour le futur. L'aéronautique, on l'oublie quelquefois, ce sont bien sûr des pilotes, des ingénieurs, mais aussi des chaudronniers, des électriciens, parce qu'un avion, c'est beaucoup de câblage, c'est beaucoup de ferronnerie. Et donc tout cela, ça suppose demain de répondre à des besoins. C'est-à-dire que la filière aéronautique elle-même est en fort développement. On prévoit un doublement de la flotte à horizon, disons, de 20 ans. La formation, c'est le cheval de bataille de Gérard Larcher, ancien ministre du Travail. Il y a 10 ans, on s'était fixé 500 000 apprentis. Malheureusement, on est plus proche de 250 000. Nous avons là sans doute une des clés de la réponse au chômage des jeunes. L'aéronautique en France, c'est plus de 300 000 emplois directs ou indirects et un chiffre d'affaires qui dépasse chaque année les 40 milliards d'euros. Ouverture du procès de François Pérolle devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et patron du groupe bancaire BPCE est poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Il encourt 3 ans de prison. Le nouveau visage du secrétariat national du Parti socialiste. Pour en parler, Oriane Mancini nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Oriane. Bonsoir Delphine. Alors samedi avait lieu le Conseil national du PS. Donc on connaît maintenant bien la nouvelle composition de ce secrétariat national. C'est un peu le gouvernement du parti. Exactement Delphine. Alors si Manuel Valls est à la tête d'un gouvernement qu'il a voulu resserrer, Jean-Christophe Cambadélis, lui, est à la tête d'une armée mexicaine. 78 secrétaires nationaux auxquels il faut ajouter 7 conseillers et 3 porte-parole. Un secrétariat national paritaire, rajeuni et renouvelé à 60%. Un gouvernement qui a été élu pour 2 ans. Delphine, c'est donc lui qui sera chargé de mener la campagne du futur candidat socialiste à la présidentielle. Alors comment sont répartis les postes, Oriane? Eh bien, en fonction du congrès de Poitiers. C'est donc les fidèles des signataires de la motion Cambadélis qui se sont répartis les principaux postes, au premier rang desquels les Hollandais. Ils sont au nombre de 16. Et c'est un fidèle du chef de l'État qui fait un retour marquant dans les instances socialistes, Julien Drey, qui sera chargé de rassembler la gauche pour la présidentielle de 2017. Manuel Valls, quant à lui, a placé 2 de ses principaux lieutenants à des postes clés. Carlos da Silva est en charge du développement des fédérations et des adhésions. Objectif, inverser la courbe des adhésions qui ne cesse de chuter. Et puis Delphine, autre proche du Premier ministre, Luc Carvounas, le sénateur, sera lui en charge des relations avec le Parlement. Et puis bien sûr, les lieutenants de Martine Aubry ne sont pas oubliés. Ainsi, François Lamy, qu'elle souhaite comme son successeur à la mairie de Lille, est en charge des relations extérieures, c'est-à-dire avec les autres partis et mouvements de gauche. Rapidement, rien un mot sur les absents de ce secrétariat national. Eh bien, nulle trace des motions arrivées en 2e et 3e position, celle des Frondeurs et de Karine Berger. Aucun membre d'émotion dans ce nouveau gouvernement du parti. Christian Paul, le chef de file des Frondeurs, l'a dit. Je précise qu'à aucun moment il ne nous a été proposé de participer au secrétariat national. Rien depuis 15 jours n'a fait progresser notre unité ni le rassemblement de la gauche. Vous le voyez Delphine, Jean-Christophe Cambadélis voulait tourner la page du congrès et rassembler la gauche pour 2017. Il va devoir commencer par rassembler son propre camp. Merci beaucoup Oriane. La droite majoritaire dans les Hauts-de-Seine avec la chute de son dernier bastion socialiste, Clichy-la-Garenne. Hier, lors du second tour de municipal partiel, la liste de Rémi Muzeau pour les Républicains UDI-Modem, le suppléant de Patrick Balkany à l'Assemblée nationale, a remporté une victoire sans appel avec 57,8% des voix, loin devant le socialiste Julien Pérez qui a obtenu quant à lui 42,1% des voix.
Comment réconcilier les jeunes et la politique? Plusieurs propositions ont été remises au ministre Patrick Kanner en charge de la jeunesse. Parmi elles, une limite d'âge à 70 ans pour les parlementaires. Qu'en pensent les premiers concernés? Aurélien Romano est allé à la rencontre des sénateurs. La question est sur la table après la publication du rapport de France Stratégie. Il propose de limiter l'âge pour être candidat à 70 ans pour tous les parlementaires. Si les deux chambres devaient être renouvelées demain, et avec cette règle, une grande partie des élus actuels ne pourraient plus se représenter. Une décision inutile que les sénateurs de tous bords et de tous âges préfèrent prendre avec le sourire. La limite d'âge me semble pas être pertinent pour dire bon là tu as dépassé l'âge et tu ne peux plus rien apporter au collectif et à la société. Je ne vois pas véritablement cette barrière d'âge très opportune. Je leur dis simplement une chose, c'est que ça arrive beaucoup plus vite qu'on imagine. Faudrait-il également interdire aux électeurs de voter au-delà de 70 ans? Ça rajeunirait l'esprit du pays. On pourrait d'ailleurs également interdire aux gens de plus de 70 ans de payer des impôts. Ça rajeunirait également les contribuables. Non, je crois que vraiment c'est pas la solution. Enfin, Churchill a gagné la guerre à plus de 70 ans. Au Parlement, la moyenne d'âge est sensiblement la même, 59 ans à l'Assemblée, 61 au Sénat. Le nombre de septuagénaires est lui aussi similaire, 54 et 66 élus. En revanche, la proportion est-elle très différente? 9% de plus de 70 ans au Palais Bourbon contre 19% au Palais du Luxembourg, près de 1 sur 5. Une autre piste du rapport est de limiter le nombre de mandats à 3 consécutifs. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir à la réforme du dialogue social. Vous l'avez entendu, le texte est en cours d'examen au Sénat depuis 16 heures aujourd'hui. Nos invités ce soir sur ce plateau pour en parler, Nicole Bricq, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de la Seine-et-Marne, ancienne ministre. Merci d'être avec nous. Avec nous également Alain Cordès, bonsoir. Vous êtes président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Merci d'être en notre compagnie. Et Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur Les Républicains de Lyon. Merci d'être avec nous. Alors Nicole Bricq, on sait que ce projet de loi a pour ambition d'améliorer et de simplifier le dialogue social. Est-ce que cet objectif peut être atteint après le passage en commission ici au Sénat? Je pense que oui, parce que la rapporteure, Madame Procaccia, a reconnu les vertus de ce texte, même si elle va essayer de contenir la majorité sénatoriale, parce que j'ai quand même vu les amendements qui étaient présentés, notamment un signé par M. Retailleau, qui veulent éliminer la représentation des salariés dans les petites entreprises et les TPE. C'est quand même une grande avancée du texte. Mais je pense que ce texte, il est difficile de méconnaître ses qualités. Il est bon pour l'économie. Et il est bon pour le dialogue social. Et le dialogue social, c'est quand même le fil rouge de l'action du quinquennat. Jean-Baptiste Lemoyne, Nicole Bricq vient de nous dire que ce texte était bon pour l'économie. Est-ce que vous partagez cet avis? Je peux alimenter, je le dirai tout à l'heure. En faire agir la droite sénatoriale, puisque justement vous en parliez à l'instant. Allez-y. En fait, non, mais ce texte comporte quelques avancées. Mais comme le disait un économiste qu'on auditionnait, c'est un pas de fourmi qui est fait pour les entreprises qui, pour la plupart, font plus de 200 salariés. Mais en réalité, pour lesquels bénéficient d'une possibilité de regrouper leurs instances, etc., parfait. En revanche, la contrepartie de ça, c'est que les entreprises qui font moins de 200, et notoirement les plus petites, eh bien, ont effectivement des dispositifs nouveaux qui vont s'imposer à elles, comme ces commissions paritaires qui, effectivement, font chiffon rouge, parce que ces chefs d'entreprise considèrent qu'au quotidien, le dialogue social est nourri au sein de l'entreprise, et par ailleurs, ces salariés votent d'ores et déjà lors d'élections et sont amenés, sur sigle, à donner leur préférence à des centrales syndicales. Alain Cordès, pourquoi le patronat est opposé à ces commissions régionales paritaires? Puisque sur le papier, ça paraît intéressant, cette possibilité d'avoir une représentation externe. Ça paraît un dispositif peut-être plus allégé pour les entreprises. Alors le patronat est divers. Moi, je représente les employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et le patronat est donc composite. Mais ceci dit, nous sommes tous d'accord sur le fait que ces commissions sont très certainement difficiles à mettre en place et surtout leur efficacité nous apparaît comme étant tout à fait insuffisante. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas dialoguer, au contraire, nous
donnons une grande importance au dialogue social. Nous avons notamment dans un certain nombre de branches professionnelles de l'économie sociale abaissé les seuils des représentants du personnel. Nous sommes pour que le dialogue se fasse. Nous ne pensons pas que tout se règle à la bonne franquette entre le patron et les salariés, etc. Il faut des instances, mais ces instances sont beaucoup trop éloignées, ne correspondent pas du tout à la réalité d'une entreprise et ne correspondent pas du tout aux besoins de cette entreprise. Donc c'est pas la disposition que nous attendions la plus importante dans le cadre de cette loi. Nicole Bricq, sur la question de ces commissions régionales paritaires, elles ont été jugées inutiles par les TPE. Elles ont peur que ça représente des contraintes administratives. C'est très difficile à défendre comme point de vue, surtout quand l'argumentation qui est donnée pour les supprimer, ce qui n'est pas la position de la rapporteure, hein, je le précise, et de dire le dialogue se fait entre le patron et le salarié. Non, le dialogue social ne se fait pas comme ça. Il se fait dans bon ordre, dans la représentation. Alors, ce qui est contesté aussi, c'est le fait que ce représentant pourrait venir dans l'entreprise. Mais le texte est clair. Et il ne pourra y venir qu'avec l'accord de l'employeur. Donc franchement, que 4 600 000 salariés, que 4 600 000 salariés soient représentés, ça vaut le coup. C'est quand même le fil rouge de la loi de M. Rebsamen, comme il l'est du reste, ce fil rouge du dialogue social, partout et tout le temps. C'est vraiment une chose qu'on privilégie. C'est un fil rouge de l'action gouvernementale et de nous, qui soutenons le gouvernement. On le retrouve aussi dans la loi dont nous aurons à discuter en fin de session pour la deuxième lecture. La loi Macron qui va effectivement en revenir. Donc c'est vraiment un fil rouge de l'action gouvernementale. Juste si je peux me permettre, Alain Cordès, ça peut faire agir rapidement Jean-Baptiste Lemoyne. On ne peut pas dire qu'ils seront réellement représentés dans des grandes régions telles qu'elles vont exister. Une entreprise qui sera dans le Limousin, les instances se réuniront à Bordeaux. Y aura-t-il de la médiation, pas de la médiation, etc. Nous pensons notamment dans l'économie sociale et solidaire que le dialogue social dans les entreprises est quelque chose d'extrêmement important. Ça donne de la stabilité aux entreprises et c'est très important. Donc il ne s'agit pas de le supprimer, mais pas dans les conditions dans lesquelles elles sont prévues pour le moment, où il y a beaucoup trop d'éloignement et où il y a une commission paritaire de 10 employeurs et 10 salariés qui ne saura résoudre aucun problème dans les petites entreprises. Alors Jean-Baptiste Lemoyne, après ce que vient de dire Alain Cordès, effectivement sur ces commissions régionales. Ça existe déjà dans l'artisanat. Ça existe déjà dans l'artisanat, mais parce qu'il y a eu une volonté des partis d'y aller. Et donc ça s'est fait effectivement par négociation. Donc nous disons, pourquoi imposer par la loi lorsque, eh bien justement, parfois, au coup par coup, selon s'il y a un bon climat de négociation, ça va arriver à se mettre en place. Parce que dans la loi, en plus, la version qui a été adoptée par les députés est une version qui prévoit la mise en place de missions de médiation. Et effectivement, la possibilité, du coup, d'accéder à l'entreprise. Et Mme Bricq dit, oui, mais c'est pas obligatoire. Le problème, c'est que le chef d'entreprise qui devra motiver le refus de l'accès à l'entreprise, eh bien, après, on met le doigt dans un engrenage aussi qui peut aller dans le contentieux. Et on va laisser le juge déterminer de savoir pourquoi, à quel moment, quelles conditions ces personnes peuvent accéder à l'entreprise. On met le doigt dans un engrenage. On met le doigt dans un engrenage. Qu'est-ce qui est prévu pour éviter ce type de situation ? Il faut faire le pari. D'abord, il n'y a pas que ça dans la loi, quand même. J'espère qu'on va parler d'autre chose. Mais c'est un point de crispation, à l'évidence. Mais moi, je retiens que ça a déjà été utilisé dans certaines régions de France qui ont fait l'expérimentation au niveau de l'artisanat. Et ça marche bien. Moi, je fais confiance au dialogue social et aux partenaires parce qu'ils seront suffisamment intelligents pour trouver leur sujet, ne pas intervenir pour rien. Il faut faire vraiment ce pari sur l'intelligence des partenaires sociaux. Et pourquoi il y a cette loi? Pourquoi il y a cet article? C'est parce que jusqu'à présent, le patronat n'a pas réussi à se mettre d'accord dans la négociation. C'est pour ça qu'il y a une loi. Donc le gouvernement a pris ses responsabilités. Moi, j'aimerais faire ce pari. J'aimerais faire ce pari. Je suis que parlementaire. On nous apporte des arguments dans un sens ou dans l'autre. Mais vous savez comment on m'a apporté les arguments d'un point de vue des syndicats? Par recommandé avec accusé de réception. Quand vous recevez à recommander du papier jaune, c'est pas très agréable. Émanant d'un grand syndicat, on se dit oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Si le dialogue social, il est à l'image du dialogue avec les parlementaires, je comprends la réticence des chefs d'entreprise. Ça peut paraître anecdotique, mais moi je peux vous dire que quand j'ai reçu ça en mairie, ça m'a un petit peu choqué et ça m'a conforté dans la démarche qui est de dire laissons ça
au niveau du terrain. Une évolution des mentalités de part et d'autre. Je crois qu'il faudrait faire... Vous allez voter l'amendement de votre président de groupe. À tout le moins, il faut en tous les cas réécrire ce dispositif. De la à tout le moins, le réécrire de fond en comble. Je crois qu'il faudrait faire une évaluation sérieuse, y compris de la réussite dans l'artisanat, où il nous semble quand même que nous avons des retours qui nous montrent que l'efficacité n'est pas tout à fait aussi excellente qu'on veut bien le dire. Simplement, nous avons mis, nous, des espaces régionaux de dialogue social que nous avons mis en place. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons abaissé les seuils dans un certain nombre de branches professionnelles. Je pense qu'on peut améliorer considérablement, et nous devons, pour la vie des entreprises, améliorer considérablement le dialogue social. Mais ces dispositions dans la loi, qui comportent par ailleurs des choses tout à fait positives, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais ces dispositions, nous n'y sommes pas favorables. Alors Nicole Bricq, justement, parce qu'il n'y a pas que cette question des commissions régionales, quels sont les points qui vont permettre, qui vont faire en sorte que le dialogue social peut être aussi avoir un levier positif sur l'économie? Oui, parce que je pense que s'il y avait une chose à retenir, une seule chose de l'Allemagne, c'est quand même la qualité du dialogue social dans toutes les entreprises. Donc on est à un anachronisme, je dirais même culturel, ces relations conflictuelles qui viennent de l'histoire et tout ce qui peut faire en sorte dans l'entreprise ou dans le territoire, au niveau régional ou au niveau beaucoup plus local, on puisse faire ce dialogue. C'est bon à la fois pour les relations sociales, les syndicats sont très forts et puissants en France, et bon pour l'économie. Je l'ai dit tout à l'heure, ce texte est bon pour l'économie, car il faut sortir de cette conception où l'entreprise est uniquement un bien patrimonial. Non, l'entreprise, elle dépasse les salariés et les chefs d'entreprise. Elle est un bien commun. Et ça, il faut qu'on arrive à passer là-dessus. Alors, je sais que c'est pas facile culturellement, mais c'est quand même ça vraiment le Qu'est-ce qu'il y a dans le texte pour faire dans le domaine de l'économie sociale on a toujours intérêt à dialoguer, à se parler, à essayer de régler les problèmes plutôt que de remonter à des niveaux où tout le monde est dans une posture. Vous pourriez recommander que nous montrer le sénateur Lemoine peut effectivement être un témoignage de ces cristallisations. Moi, je peux venir aussi avec un bon exemple. Je vais être l'avocat commis d'office du gouvernement. On ne fait pas la loi à partir de cas particuliers. Non, mais effectivement, ce qui va dans le bon sens, c'est le fait de pouvoir regrouper dans une délégation unique du personnel à partir de 200 salariés un certain nombre d'instances. C'est à partir de 300 salariés. Nous, on dit 300, vous dites 200. À partir de 300 salariés, d'avoir un organe sui generis, très bien, effectivement. Et moi, je fais confiance, comme le disait Madame Bricq, je pense qu'on peut se rejoindre sur certains points, au dialogue social à travers cette instance simplifiée. D'ailleurs, en réalité, on peut se demander si, dans le dialogue social, à l'heure actuelle en France, il ne faudrait pas faire beaucoup plus confiance justement au niveau de la base, du terrain, et faire en sorte que le champ de la négociation au niveau de l'entreprise soit élargi, parce qu'on voit bien que le dialogue national interprofessionnel, c'est un peu Il est très élargi dans le texte du ministre de l'économie. On le voit bien avec l'échec de l'accord du 22 janvier, en réalité. Il y a des portes claquées, etc. On est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord, des postures. Et donc c'est pour ça que revivifier le dialogue social à la base va dans le bon sens, oui. Alain Cordès, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure. Est-ce que ça peut être le dialogue social un moyen de relancer la compétitivité des entreprises? Alors on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, c'est un délégué du personnel pour 5 salariés. Donc on peut tout à fait abaisser les seuils pour favoriser et vanter la qualité du dialogue social justement et surtout l'efficacité du dialogue social. Concernant nos entreprises, ce sont des entreprises particulières puisque ce ne sont pas des entreprises de capitaux et nous ne sommes pas des entreprises comme les autres, mais comme les autres, nous sommes des entreprises. Donc nous avons un certain nombre de contingences à respecter, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui placés devant un certain nombre de difficultés. Ce qui est bien dans cette loi, on a parlé tout à l'heure de la délégation unique du personnel. Je pense qu'il est également intéressant de parler du compte pénibilité qui a été considérablement allégé et qui, dans certaines... C'est bon pour l'économie. Tout à fait, c'est très bon pour l'économie. Prochain débat. Merci, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, ça vous regarde sur LCP, Assemblée nationale. Bonne soirée à tous.